Sunday Night Production. C'est pas la course qui veut nous, c'est nous qui voulons de la course. Et si tu veux une course, prépare-toi pour la faire. Et la Diagonale des Fous, ça se prépare pas en 3 mois. Pour moi, c'est tout un cheminement de plusieurs années, en fait. Tu vois, j'ai des amis qui se sont mis au trail il y a 2-3 ans et qui veulent passer tout de suite sur du 100 miles. Pour moi, c'est tôt. Il faut commencer par des distances de 100. Il y a des étapes à franchir, je pense, en trail. La Diagonale des Fous vient de se terminer. Mais sur Ultra Talk, nous prolongeons la magie de cette course mythique. Chaque samedi du 4 au 25 novembre, Guillaume part à la rencontre des athlètes qui ont affronté l'une des courses les plus exigeantes au monde. Alors tenez-vous prêts à vivre des sensations fortes. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ultra Talk. Je suis Guillaume, votre hôte pour cette série de podcasts enregistrés depuis l'île de la Réunion à l'occasion du Grand Raid. Pendant tout le mois de novembre, on fait durer la passion de l'Ultra Trail avec des athlètes hors du commun. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sylvaine. Bon, alors, pour te présenter, je vais t'appeler Sylvaine, mais après, promis, je t'appellerai Sissi. Sylvaine Cussot, athlète de haut niveau. Salut Sissi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui après cette Diagonale des Fous que tu connais bien? Salut Guillaume. Écoute, ça va plutôt pas mal. Assez surprise plutôt de me sentir bien, parce que j'ai passé une petite nuit après les 2 nuits blanches de la course. Mais avec cette ambiance de folie à la Redoute, à l'arrivée, on est toujours bien. Je tiens à te remercier parce que pour donner un peu de contexte à nos auditeurs et auditrices, là, on vient à l'instant de terminer la cérémonie des podiums, des victoires. Il y a eu le feu d'artifice qui était majestueux. Donc voilà, on est un peu dans une euphorie et j'imagine que t'as qu'une envie, c'est d'aller voir tes amis et boire des bières. Et pourtant, t'es très professionnel. Tu fais l'interview avec nous. On a promis de pas te garder longtemps. Et franchement, merci parce que voilà, j'imagine que t'as qu'une envie, c'est de pouvoir retrouver tes proches et profiter de cette belle soirée. Mais voilà, j'avais quand même à cœur de savoir un petit peu plus comment ça s'était passé aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et sur le lien assez particulier que tu entretiens avec la Diagonale des Fous, puisque depuis quelques années maintenant, tu as fait le choix de t'installer sur l'île de la Réunion. Maintenant, tu es réunionnaise. D'ailleurs, tu as même été célébrée là, dans les coureuses réunionnaises. Quel lien tu as un petit peu avec cette île? Pourquoi est-ce que tu te sens si bien ici? Alors c'est compliqué à expliquer, c'est un ressenti. Il y a des endroits comme ça où tu sais pas pourquoi, mais tu te sens bien, juste apaisé, juste heureux. Voilà, ici quand je suis arrivée, je connaissais pas en 2021, début 2021, ça fera 3 ans en début d'année prochaine. C'était l'inconnu et direct en sortant de l'aéroport, j'ai senti une atmosphère qui me plaisait, où je me sentais zen, tu vois, il y a un truc à la fois apaisant et à la fois énergisant. C'est une île, l'île intense, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. On vit à 2000 à l'heure ici, on fait 15 000 trucs, on a envie de découvrir l'île entière. Et voilà, c'est un endroit où simplement je me sens bien, il fait tout en beau, il fait tout en chaud, les gens sont heureux de vivre. Voilà, il y a peut-être un cadre de vie qui fait que on est peut-être plus détendu, et voilà, et c'est vrai que ce choix de vie s'est fait un peu sur un coup de tête, mais aujourd'hui je regrette pas, et voilà, vous êtes venus plusieurs fois et je pense que vous ressentez un peu ça aussi. On se sent bien ici. On se sent même très très bien ici, et il faut dire que, alors, je sais pas si tu mesures un peu l'impact que tu as eu, mais nous, quand on croise des gens, ils sont ici, le peuple réunionnais, j'ai l'impression qu'il t'a adopté. Les gens t'adorent. La première question qu'on nous pose quand on vient ici et quand on voit les habitants, faut remettre un petit peu de contexte sur la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous, c'est vraiment une Coupe du Monde. Ici, c'est une finale de Coupe du Monde. Toute l'île est vive pour cette compétition, mais de la maman, de la grand-mère, des enfants, pas forcément des pratiquants de sport, mais c'est vraiment quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose qu'on suit. Et l'une des premières choses qu'ils nous posent comme question, c'est: est-ce que Kylian Jornet y vient cette année? Et la deuxième question maintenant qu'ils nous posent, c'est: et si elle sera là, est-ce qu'elle va courir? C'est fou. Ce peuple, il t'a adopté, mais tu es adoré quoi par les Réunionnais. Je sais pas si tu mesures, mais le nombre de personnes qui nous ont parlé de toi, qui voulaient savoir si tu courais, ce que tu avais fait à l'hôtel et tout le monde nous parle de toi. C'est dingue en si peu de temps. Comment t'expliques cet amour qu'ils ont pour toi? Bah écoute, je suis très touchée de ce que tu dis. Oui, j'ai vu sur le parcours, les gens étaient à fond, et ça m'a vachement portée.
Et je suis consciente de la chance que j'ai d'être autant entre guillemets acceptée sur cette île, parce que d'arriver comme ça de nulle part et tout de suite se sentir chez soi, c'est aussi grâce à toutes ces personnes qui te tirent vers le haut. Et non, je m'en rends pas forcément compte, mais oui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'encourageaient, j'ai entendu et ça fait tellement de bien. Et ouais, évidemment, ça aide, c'est hyper précieux et ça fait probablement aussi, ça aide au fait de se sentir bien ici, quoi. C'est sûr. Alors dans cet épisode, on s'intéresse à l'ultra-distance. Alors dans le monde du trail, c'est très éclectique. C'est vrai que voilà, l'ultra, c'est qu'une facette de cette discipline, mais c'est quand même particulier. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'attire, toi, dans cette discipline assez extrême? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette passion? Alors l'ultra, c'est vrai que c'est à part. Hein. Pour moi, t'as le trail. Bon, déjà, t'as la course à pied, course sur route, l'athlé, et puis après, t'as le trail. Et dans le trail, t'as aussi plusieurs disciplines. Les trails de montagne, les trails courts, trails longs. Et l'ultra, c'est encore, pour moi, une discipline autre. On est dans une compétition contre soi-même, en fait. On n'est plus dans une compétition contre les autres. C'est tellement dur. Surtout une course comme la Diagonale des Fous, on se l'est encore redit avec des athlètes qui étaient devant et qui m'ont dit mais t'as vu les athlètes qui pleurent, qui s'arrêtent, qui vont vraiment au bout d'eux-mêmes en fait. Et on est vraiment dans un combat contre soi-même, contre les éléments naturels, contre la nature, contre ce terrain toujours plus exigeant. C'est en ça que je trouve que c'est un sport qui est dur et qui est différent, c'est que alors ça reste une compétition, on met un dossard et on se bat contre un classement, on se bat pour un chrono, certes, puisque voilà, après il y a des podiums, mais quand on est là-dedans, en fait, dans le dur, on n'y pense pas et on est plus un peu en mode survie, quoi. Et c'est ça qui est vraiment différent. Et puis après, il y a tout ce qui est autour et tout ce qui fait qu'on va réussir à se dépasser. C'est la gestion de l'alimentation, la gestion de l'hydratation, la gestion de course de manière générale. C'est-à-dire comment tu gères ton allure sur 170 km, c'est compliqué. Hein. Te dire, attends, est-ce que je pars pas trop vite? Est-ce que je pars pas trop lentement? Si je suis partie trop vite, est-ce que le ralentir va me permettre de réaccélérer derrière? Tu vois, c'est se gérer sur 30 ou 35 heures ou même 25 heures, c'est pas évident. Donc, ouais, il y a tout ça, moi, qui m'intéresse parce que tu vois qu'il n'y a rien qui est gagné d'avance ou perdu d'avance. Les classements, ils tournent tout le temps, tout est chamboulé. Tu as première partie de course, tu peux avoir quelqu'un en tête qui a 30 minutes d'avance. Et 5 heures plus tard, c'est tout chamboulé et on est dans un autre contexte. Donc, c'est ça que j'aime en fait, c'est que avant la ligne d'arrivée, il y a rien qui est joué. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et puis, moi, j'aime le fait d'accepter la douleur et de se dire en fait. On n'est pas, c'est pas celui qui va plus vite qui gagne, c'est celui qui va justement le mieux gérer et le mieux gérer cette douleur parce qu'on sait que on va avoir mal à un moment donné. Surtout sur la Diagonale des Fous, parce que là, on est quand même sur incontestablement, moi je pense, et on l'a vu encore aujourd'hui avec ces conditions météorologiques extrêmes, l'un des plus durs ultra-trails du monde. Alors bien sûr, il y a des trails plus compliqués, on va me citer le Tor-des-Géants, on va me citer la Barclay, mais là on est quand même sur un trail populaire, on est quand même sur un trail où il y a une densité de niveau qui est impressionnante, parce que c'est toujours l'escalade après du plus dur, ça s'arrête jamais. Mais là, si tu prends la densité, si tu prends les conditions météo, si tu prends le parcours, si tu prends la rapidité, parce que c'est quand même voilà, on dit oui, faut pas être rapide, excuse-moi, mais ça court quand même dans certaines passerelles. Je veux dire, dès qu'il y a, si tu regardes les élites dont tu fais partie, quasiment les parcelles en tout cas où c'est possible de courir et que c'est pas de la folie de le faire, ça court. Il y a un niveau qui est complètement dingue. Comment est-ce que tu trouves la motivation de revenir par là quand on sait qu'on va autant souffrir, quand on sait qu'on va voir aussi mal? Comment le matin on arrive à se motiver pour y aller alors qu'on sait qu'on va au casse-pipe, quoi? Bah, c'est marrant que tu dis ça parce qu'hier en arrivant, quand j'ai franchi la ligne, j'ai dit bah non, je reviendrai pas pour une 4e. 3 d'affilée, c'est bien. Et t'as souffert, on va en reparler tout à l'heure, mais t'as souffert en plus. À chaque fois, c'était un chemin de croix. Hein. Ouais, c'est sûr. Comme tout le monde, je pense. Mais hier, je disais ça et ce matin, je me suis levée et j'ai dit bah si, je vais revenir. En fait, le cerveau, l'être humain est bien fait parce que t'oublies. Tu gardes que le positif. Ouais,
t'oublies tous les mauvais moments et tu gardes que les bons moments. Et du coup, c'est ce qui fait que tu reviens. Et puis, je pense que malgré tout, on prend du plaisir dans ces moments de difficulté. Et c'est ce qu'on vient chercher. On aime bien quand c'est pas simple. Si tout se passait toujours trop bien, faut que des fois faut qu'on ait des choses à raconter, tu vois, faut qu'il y ait des petites galères. Ah, c'est bien quand ça se passe très bien aussi, hein, tu sais, quand tout va bien et tout, c'est quand même pas mal. Alors justement, c'était ma prochaine question. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je viens sur la Diag, j'ai suivi à chaque fois tes courses. Alors j'ai la première année, malheureusement, tu avais eu un petit souci au niveau de ton tibia, où vraiment tu allais au bout de toi-même et tu avais fait aussi une course absolument incroyable. L'année dernière, je crois que c'est juste, tu n'avais pas les jambes, les sensations n'étaient plus là. Cette année, comment est-ce que ça s'est passé? Comment étaient les sensations? Comment étaient les jambes? Globalement, quand tu arrives sur la ligne de départ, est-ce que tu te dis, franchement, là, je suis bien? Ou tu te dis, ça a été compliqué, est-ce que ça va le faire? Tu te dis toujours, alors je suis bien. Alors déjà, quand t'as pas de blessure, c'est déjà bien. Quand tu prends un départ et que t'as pas de petits bobos, tu te dis bon, et que t'as fait le boulot, que tu t'es entraîné comme il fallait. Déjà, voilà, tu peux dire, je suis serein. Le fait d'arriver serein, c'est déjà positif. Mais après, tu sais pas, hein, comme tu peux pas être très confiant et te dire ça va bien se passer. Il y a les aléas de la course, hein, une chute, comme la première édition. La deuxième édition, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une douleur au niveau du pied, une petite blessure, genre de tendinite au carrefour postérieur d'un pied, qui faisait dans les descentes, j'avais très très mal. Donc sur le plat et en montée, ça allait, mais dans les descentes, j'avais horriblement mal, donc ça m'avait pas mal freiné en descente. Cette année, oui, j'ai pris le départ, tout allait bien, mais il y avait une part d'inconnu, tout va bien, mais comment ça va se passer? On n'est jamais sûr. Donc voilà, je suis partie confiante, parce que plus sereine, je pense, parce que je connais très bien maintenant le parcours, parce que c'est à la maison. Et puis voilà, je me détache un peu je me dis, voilà, je joue pas ma vie. Si ça se passe pas bien, c'est pas grave, tant que je me blesse pas et que je me fais pas de blessures graves. Donc voilà, mais ça a pas été simple non plus, hein. De toute façon, une diagonale des fous, ça peut pas l'être. c'est jamais simple, mais il n'y a pas eu d'imprévu ou de gros pépins comme il y a eu les 2 premières éditions. Donc voilà, j'ai connu les difficultés que rencontrent tous les coureurs d'un ultra, c'est-à-dire le sommeil. J'avais rarement eu autant de sommeil que cette année. Surtout que toi, tu passes 2 nuits dehors. Donc c'est quand même... Justement, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Est-ce que tu fais quand même des micro-siestes je parle de 10-15 minutes ou est-ce que... voilà, comment ça se passe, cette gestion du sommeil? Parce que c'est l'un des trucs les plus horribles de manquer de sommeil, surtout quand tu dois courir et faire ce que tu fais. Ouais, 2 nuits, c'est compliqué. C'est chaud, ouais. C'est compliqué. Là, j'ai eu sommeil dès le premier lever du jour, avant d'arriver à Sillaos. Donc, je me suis dit, waouh, ça va être un peu compliqué. Et puis après, c'est dans les descentes, ça te réveille, parce que tu dois être super lucide, être très vigilant. Et c'est dès que tu pars en montée et sur des allures beaucoup plus lentes que tu repars, tu replonges un peu. Et des fois, tu te vois t'endormir, tu te vois tomber. Ça, c'est des choses qui arrivent? Ouais, alors moi, ce que j'ai essayé comme stratégie, ce qui est pas forcément très intelligent, mais je fermais les yeux 3 secondes, je comptais 1, 2, 3, je les rouvrais 1, 2, 3, je faisais 3 secondes, en me disant que fermer les yeux 3 secondes, peut-être ça, en marchant, hein, sur des portions pas dangereuses, quoi, sur des anglais, des choses comme ça où je sais que pas dangereux sentier des anglais, c'est quand même non, au pire je trébuche, quoi. Ouais, mais bon, je vais pas tomber dans le vide. Oui, voilà, t'as pas de vide. Voilà, j'ai essayé ça, mais j'ai pas fait de micro sieste. Donc t'as pas même 10 minutes, tu t'es pas accordé ça. Et ça, tu penses que c'est parce qu'après il faut repartir aussi, c'est ça? Alors voilà, je pense que c'est intéressant de le faire quand tu l'as testé et tu sais que ton corps va l'accepter. Mais il y a des coureurs qui apparemment l'ont fait et ça s'est pas bien passé parce que il faut repartir après. Et tes tendons et tes muscles, ça peut être compliqué. Ouais, parce que le processus de... Enfin, pour faire un petit peu de pédagogie, mais voilà, je vais très très vulgariser, mais disons que c'est pendant la nuit qu'il y a la reconstruction musculaire. Donc alors oui, il y a plusieurs cycles et tout, mais c'est un processus qui, quoi qu'il arrive, commence à se mettre en place. Et donc c'est vrai, c'est pour ça que d'ailleurs c'est souvent après une nuit de sommeil qu'on commence à avoir les courbatures. Et c'est vrai que le corps, il a qu'une envie, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc repartir, c'est quand même assez risqué. Et t'as pas eu d'hallucination, parce qu'on entend des fois, tu vois, ces trucs. Alors je sais plus qui. Alors c'était la personne qui s'occupe du trail suisse. Elle a dit il y a un ours sur le parcours. Elle était affolée et tout.
Alors on était en Suisse, donc ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis bon, le mec il avait halluciné, il n'y avait pas du tout d'ours. Je crois que ça arrive aussi sur le Québec Mega Trail où là il y a des grizzlies, il y a une faune qui est assez sauvage et c'est un peu compliqué parce que toi c'était déjà arrivé d'avoir des hallucinations. On a vu des personnes aussi qui avaient des conversations, ils étaient persuadés qu'il y avait leur sœur. Là j'ai entendu des trucs avec qui ils discutaient alors qu'ils étaient à la métropole et que voilà. Toi c'était déjà arrivé ce genre de truc, ce genre d'expérience? Alors, cette année, non. Mais l'an dernier, oui. L'an dernier, à partir de Possession, chemin des Anglais Grande Chaloupe, c'était avant le deuxième lever du jour. Pendant la nuit, ouais, je voyais des animaux, des loups. Et là, tu sais que tu hallucines ou Oui. Tu sais. Oui, moi je m'y prépare à ça. Je sais que la deuxième nuit, Ouais. ça c'est à cause du sommeil, hein, c'est quand tu es très fatigué. Et ouais, je m'y prépare et du coup ça me fait pas paniquer plus que ça. Mais c'est là que tu te dis waouh, il est temps qu'on arrive ou il est temps que je fasse une pause. Parce que ouais, tu réalises que tu es en train de voir des trucs qui n'existent pas. Alors, tu as une carrière assez longue dans le monde de la course à pied. Tu es passé un peu par plein de disciplines, par plein de distances. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais qu'on bénéficie un peu de ton expertise. La Diagonale des Fous, c'est une course qui fait extrêmement rêver. Alors après, voilà, si on aime ou on déteste, mais en tout cas, c'est une course qui fait rêver énormément de monde. C'est une course qui clairement incarne le dépassement de soi. Concrètement, quelle qualité il faut avoir? Si là, on a des auditeurs, auditrices qui se demandent si cette course est faite pour eux, selon toi, voilà, quelle qualité il faut avoir pour s'épanouir sur cette diagonale? Alors, je ne sais pas si on est fait ou non pour une course. En tout cas, il faut s'y préparer. Pour moi, la préparation, elle est primordiale. D'une part, il faut avoir vraiment l'envie. Il ne faut pas aller sur des courses parce que c'est bien vu, parce que c'est la course. Ça impressionne les collègues de travail. Ouais, voilà, faut pas faire ça pour ça. Faut vraiment, si tu prends pas le départ avec la niaque, avec la grosse envie sur une diagonale des fous, ça ira pas au bout. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Vraiment, les gens, un peu, tu vois, comme tu peux avoir un peu sur marathon, comme tu peux avoir sur certains trails, la diagonale des fous, j'ai pas l'impression que c'est des gens qui viennent pour épater la guérite. C'est tellement dur que ce serait quand même, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même une course où on vient pour se tester. Bien sûr, ou sinon tu finis pas. Si tu pars trop sûr de toi et dans cet état d'esprit, ouais, faut partir déjà avec vraiment l'envie de te dire voilà, je vais faire une grande belle balade, je vais découvrir l'île, je vais passer 2 nuits, 2 ou une, il y en a qui passent qu'une nuit, mais une nuit dehors, une journée. Voilà la grosse envie et puis après il faut se préparer quoi. C'est pas la course qui veut nous, c'est nous qui voulons de la course. Et si tu veux une course, prépare-toi pour la faire. Et la diagonale des fous, ça se prépare pas en 3 mois. Pour moi, c'est tout un cheminement de plusieurs années en fait, parce que tu vois, j'ai des amis qui se sont mis au trail il y a quoi, de 2-3 ans et qui veulent passer tout de suite sur du 100 miles. Pour moi, c'est tôt. Il faut commencer par des distances de 100. Il y a des étapes à franchir, je pense, en trail. Tu as l'étape du plus de 60 et puis tu as l'étape du plus de 100. Et après, tu as l'étape du 100, 150, 160. Ton corps, il y a des... c'est pas la même chose, quoi. Tu sens qu'il y a un basculement, en fait, plus de 100 km, musculairement, au niveau du mental. Il faut accepter d'aller sur des allures plus lentes. T'as plus de dynamisme au niveau t'as mal sous les pieds. Il y a beaucoup de choses qui changent, en fait. Mais ça, on le voit même sur les coureurs de 100 km, et ça s'est vu à l'UTMB où on nous prédisait voilà, des coureurs qui allaient exploser, qui venaient du 100 km, et puis on l'a vu que la bascule, elle est hyper compliquée. Toi, justement, en matière de préparation, comment est-ce que tu t'organises? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire quand on demande à un trailer de s'entraîner, entre ceux qui vont te faire du ski de fond, ceux qui vont dire qu'ils vont faire du vélo. Il y avait une grosse dynamique d'entraînement croisé. Aujourd'hui, on voit quand même qu'on revient beaucoup sur du spécifique. Il y a la capacité aussi sur la marche, sur ce genre de choses. Toi, comment est-ce que tu vois l'entraînement concrètement? Ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement ou un cycle d'entraînement? Parce qu'on ne parle pas vraiment en semaine sur ultra, mais un cycle. Est-ce que tu t'entraînes sur 20, 25, 30 heures même? Ça ressemble à quoi les semaines d'entraînement, la préparation de Sissi pour la diagonale? Alors déjà, je pense qu'on est tous différents et il ne faut pas essayer de se copier sur les autres, se copier Clairement. les uns les autres. Surtout sur ultra. Hein. Voilà, c'est l'erreur que peut-être c'est normal, hein, parce que quand tu sais pas, tu regardes comment font les copains et tu essaies de te calquer sur ce que font les copains, sauf qu'en fait, on n'est pas du tout fait pareil, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les Strava et compagnie, on a tendance à le faire et
Je sais que 2-3 semaines avant, tu sais pas trop, tu as envie d'en faire, mais pas trop, donc tu regardes un peu. Je voyais Cathy Germain qui était là, qui s'enchaînait des sorties. Lambert aussi, il a fait des sorties tous les jours des 30 bornes. Eux ont peut-être besoin de ça. Quelqu'un d'autre, pas forcément. Donc déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut s'expérimenter. Souvent, c'est des années qui font qu'on sait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Faut essayer. Moi, au départ, j'étais convaincue que fallait faire du volume, beaucoup de volume. T'as l'impression quand tu fais pas assez de volume que tu vas pas être à la hauteur et que tu vas pas aller au bout du truc. Sauf qu'en fait, quand t'en fais trop, tu rentres dans une surfatigue qui est dangereuse aussi. Comme tu disais, ça court ici, donc le spécifique pour moi, il est important. Garder des séances, des séances courtes. Pour garder de la vitesse, des séances de rythme, pourquoi pas un peu de piste. Tu fais un peu de seuil, toi, par exemple, de la piste un peu? Ouais, j'en fais 1 à 2 fois, au moins 2 fois par semaine. Ouais. Ah ouais, quand même, d'accord. Ouais, bien sûr. Et c'est quoi comme séance de piste que tu vas faire? Après, ici, c'est vrai que t'as pas trop le choix. Si tu veux du plat, faut aller sur la piste, quoi. Non, tu peux aller au bord du littoral, t'as les pistes cyclables, t'as quand même pas mal d'endroits. T'as la forêt d'étang salé qui est un peu Donc tu vallonnée. vas sur la piste parce que c'est qu'aujourd'hui, la vitesse, elle est quand même essentielle, quoi. Oui, elle est importante aussi, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, le volume aussi, il faut pouvoir s'encaisser 170 km musculairement. Je me rends compte que, tu vois, ma 3e participation, j'ai mieux encaissé. Je suis moins entamée musculairement parce que je pense que le corps s'adapte et que d'enchaîner les courses comme ça, tu encaisses mieux. Donc, je pense que c'est un bon compromis entre du volume, de la vitesse et puis un truc qui est hyper important aussi, c'est le renfort. Surtout ici à La Réunion, tu fais que sautiller. Il y a des marches dans les descentes. Si t'as pas le gainage et la ceinture abdominale blindée, ça peut être très très compliqué. En renfort, c'est-à-dire que toi, tu fais vraiment des séances spécifiques de renforcement musculaire. Est-ce que tu travailles en charge? Est-ce que tu vas en salle? Est-ce que tu fais ça au poids du corps? Comment ça se passe un peu ton renfort et à quel rythme par semaine tu le fais? Alors moi justement, c'est un point qui pêche chez moi clairement et t'es plutôt musclé quand même. J'en ai fait pas beaucoup, tu vois. Ouais. Donc mais je sentais que fallait pas que je lâche ça et que voir si je refais un grand raid, il faut que je mette un peu plus le paquet, voire aller en salle. Non, je vais pas en salle. Moi, je fais vraiment le basique. Je prends mon tapis. Voilà, je prends mon tapis à la maison en revenant de 2-3 fois par semaine, en revenant de mes séances, et je fais la planche de chaque côté, de dos, de face, un peu d'abdos, un peu de squat avec une barre et basta. Voilà. Ouais, mais c'est déjà pas mal parce que en termes de posture, le squat, on sait que quand même le fessier, le postérieur, c'est quand même quelque chose qui est quand même très important pour la foulée, pour les appuis, pour pas avoir la détérioration. Donc c'est déjà la base. Ça, c'est quelque chose que tu penses que tu vas augmenter dans les années à venir? Si j'arrive à me discipliner et puis se rendre envie de courir. Ouais, mais c'est ça en fait. Et des fois, tu te dis, mais il faudrait mieux que je fasse une séance en moins à pied et faire plus de renfort. Mais nous, bêtes et méchants, on se dit, bah non, faut courir en fait. Je prépare une course à pied, il faut que je cours. Sauf que, non, si tu veux t'entraîner intelligemment, c'est en ça que c'est pas forcément le volume qui compte, c'est aussi tout ce qui est spécifique et le renfort en fait partie. Tu peux performer sans renforcement musculaire, tu peux réussir, mais c'est sûr que c'est des axes de progression que tu vas pas travailler et ça c'est indéniable. Et en plus, en particulier, j'aimerais bien rebondir sur un élément que tu as dit, c'est par rapport au foncier. Et c'est vrai que il y a des modes. Moi, je le constate et on le voit même sur marathon. Il y a 5 ans, par exemple, c'était la mode du il faut pas trop s'entraîner. Il y avait, on se souvient d'Hassan Chadi sur marathon qui déclarait, enfin Volmer, son entraîneur, que Hassan préparait le marathon d'Amsterdam avec 90 km par semaine. Et à l'époque, il y avait eu ce côté. On a eu un petit passage de Ludovic Pomeray qui nous a gentiment salué à sa manière, on va dire. On n'en dira pas plus. Voilà, on n'en dira pas plus, mais bon. Et donc voilà, pour en revenir effectivement, tu vois, et là à l'époque, c'était vraiment il y a 5 ans, il ne fallait pas beaucoup s'entraîner, c'était 190, 110. Et puis là, c'est passé à 200, 250 km. Et moi, je veux rebondir sur ce que tu dis. Et franchement, moi, je ne sais pas comment ils font pour assimiler les entraînements. Parce qu'à un moment donné, en fait, non seulement tu progresses plus, mais tu régresses, quoi. Parce qu'il faut pouvoir les enchaîner. Et ça, c'est quand même très loin d'être quelque chose qui peut s'adapter à tout le monde. Ou alors, il faut avoir un historique de dingue. Et toi encore qui cours depuis quand même, je veux dire, je sais pas, tu as commencé par l'athlète, tu as commencé très très jeune. Toi, aujourd'hui, en termes de volume d'entraînement en course à pied, ça représente quoi globalement ? Alors moi, j'ai un problème avec les chiffres. Ouais. Pas du tout chiffres. Je m'entraîne 6 fois par semaine. J'essaie de m'accorder un jour de repos. C'est quel jour ton... Ça varie.
J'essaye de changer. Depuis 2 ans, j'essaye de. Avant, c'était lundi footing, mardi fractionné, mercredi vélo, jeudi footing, vendredi fractionné, samedi repos et dimanche sortie longue. Depuis que je suis à La Réunion, j'essaye de me dire, en fait, pourquoi s'imposer une routine voilà, le corps, il a besoin aussi d'être surpris, d'être un peu stressé et de pas justement rentrer dans une routine qui C'est même le principe de l'entraînement, c'est de stresser un peu le corps. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas toujours le même jour de repos. Après, j'essaye aussi de faire en fonction de ma vie à côté, les contraintes autres, le boulot ou autre. Mais voilà, je fais 2 footings entre 1 heure et 1 heure et demie, vallonné, 2 séances spécifiques, une sortie longue à vélo, entre 3 et 5 heures. Et une sortie longue en montagne. Alors là, les sorties longues en montagne, ça peut être jusqu'à 8 heures ici. Mais on n'est pas, voilà, on est sur un autre terrain, donc c'est même pas comparable avec la métropole, quoi. Ce que tu fais en 3h30 en métropole. Tu fais des séances de marche aussi, de rando un peu active. Ça, c'est quelque chose que tu fais ou tu es tout le temps en courant? C'est rando-course. Tu vois ici, il y a des fois, tu peux pas courir. Donc tu alternes forcément. Quand tu cours dans ma fat, tu fais rando-course. Naturellement, tu peux pas courir partout. Alors, j'étais avec Sam Ledlow, je sais pas si tu connais. Alors, c'est le nouveau champion du monde d'Ironman. Pour la première fois, on a eu un Français champion du monde d'Ironman. Et il a posé une question, parce que lui, il adore le trail, il avait suivi l'UTMB. C'était vraiment le week-end d'après l'UTMB. Donc, on avait parlé dans l'émission. Et il a posé une question qui est dingue, c'est comment on fait pour l'eau? Tu vois, c'est ça, quand tu pars 8 heures dans ma fat, moi, c'est une question que je me pose. Comment vous faites pour l'eau? Comment vous faites pour ravitailler? Enfin, c'est quoi votre truc, quoi? Parce que là, avec notre producteur qui est juste à côté, on avait voulu aller courir. Mais bon, tu as 2 gourdes de 500. Mais là, on a enregistré cet après-midi. J'ai tapé un pack de 6 en bouteille d'eau, tellement qu'on transpire avec l'humidité. On est sur une île. Ouais. Comment vous faites, vous, pour gérer l'eau? En fait, tu as de l'eau partout dans ma fat. T'as des robinets partout. Ah, parce que tu les connais, les spots. Moi, je les ai pas vus, les robinets. Alors, moi, on m'a dit, on m'a pas dit ça, on m'a dit le conseil, c'est qu'il faut des gourdes, tu sais, avec les filtres. Ouais. Alors, il y a ça. Après, tu peux remplir dans la rivière. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Je bois l'eau de la rivière. Après, faut pas qu'elle soit stagnante, bien sûr. L'eau qui coule. Et après, tu as pas mal d'endroits où tu as des robinets. Et après, tu as les ilettes. Et si tu as un peu de monnaie sur toi, moi, je pars toujours avec 10 ou 20 euros. Tu t'achètes une bouteille d'eau. Ils sont contents. Tu passes un petit bonjour. Moi, j'adore les mafatais. C'est des vrais Réunionnais avec le bon créole. Tu t'arrêtes une demi-heure. Tu papotes un coup. Tu prends une bouteille d'eau, voilà, et tu passes un bon moment. Et sinon, tu as pas mal d'eau quand même sur le parcours. Non, moi, je suis pas du tout inquiète pour ça. L'eau, c'est dingue, ouais. je me pose jamais la question. Je pars avec 2 flasques et je sais que un peu de sous et il m'arrivera rien, quoi. Ouais. Alors justement, pour rester un petit peu sur le thème de la nutrition, alors là, on est à l'île de la Réunion. Nous, on a fait quelques bons petits restaurants. Au niveau de la nutrition, est-ce que tu es vigilante par rapport à ça? On s'était vu, je crois, sur la Maxi Race et tu avais eu quelques petits soucis. Tu m'avais dit, voilà, pourtant, j'ai un peu tout fait pareil. Et voilà, tu avais un petit peu des soucis de vente. Toi, comment tu gères un peu cette partie-là, nutrition? Alors ça aussi, c'est pas pareil parce que ce que tu mets en place des plans nutritionnels pour des courses. Finalement, rien ne se passe comme tu avais prévu parce que quand tu arrives à l'assistance, tu avais cuisiné un gâteau patate et qu'à ce moment-là, tu te dis mais non, mais il va pas passer. Et là, j'avais préparé. Alors, un truc qui est super bien passé cette année, j'ai fait des riz au lait à la vanille, au lait de soja. Maison que tu as fait toi? Ouais, que j'ai fait moi. Ouais. J'en ai. Non, mais c'est bien parce que t'as un peu tout, quoi, dessus. Ouais, voilà, t'as les C'est glucides. sous-côté, hein, le riz au lait. On en avait déjà pas dans un épisode. Ah ouais? C'est sous-côté, ouais. Je trouve J'ai adoré. le riz au lait, c'est vraiment un dessert qui est sous-côté. Parce que nutritionnellement, c'est hyper intéressant. Bah ouais. Et c'est le seul truc qui passait à chaque fois et j'en étais pas écœurée. Parce qu'après, c'est sûr, moi je suis avec NutriPure, ils ont des super produits, mais garder les mêmes produits tout le temps sur 30-35 heures, t'as besoin de varier, quoi. Et il n'y a rien de mieux que la simplicité, je trouve, dans l'alimentation en course. Mais t'aimes bien, parce que varier, là on parlait de Ludovic Pomeray, mais tu sais que Ludo, lui, il te fait des ultras qu'avec des gels. Ouais, je sais, il m'avait dit ça. Mais c'est incroyable, quoi. Mais moi, même sur une sortie longue prépa marathon, les gels, j'en peux plus, quoi. Ouais. Mais comment tu fais pour... ça me semble dingue parce que franchement, c'est aussi un côté réconfort et c'est ce qui est dur aussi. C'est que des fois, tu as envie, limite, surtout plutôt avant les 80 premiers kilomètres, tu peux avoir envie d'aller un peu de saucisson, un peu de fromage, un peu de coca. Et on voit aussi des trailers, des fois, moi je suis surpris, à Saint-Gervais, sur l'UTMB ou même à Notre-Dame, là, ici sur la Diac, qui sont déjà au coca.
c'est aussi piégeux, quoi, parce que tu as accès des fois à pas mal de nourriture. Mais ça, c'est comment est-ce que tu arrives à arbitrer justement entre tes envies, entre les fois où tu as envie de manger certaines choses, mais tu peux pas parce que c'est trop tôt. Des fois, à contrario, il faudrait que tu les manges, mais tu n'arrives pas. Comment tu gères un peu tout ça? Bah écoute, moi je me dis souvent que quand t'as envie, c'est que ton corps en a besoin. Hein. Donc si t'arrives sur un ravito et que ce que t'as prévu ne te fait pas envie, tu sais que ça va pas passer. Souvent ça se passe comme ça. T'arrives et tu vois des. Moi je bois jamais de coca en temps normal, jamais, jamais, jamais dans la vie de tous les jours. Mais par contre en course, ça passe trop bien. J'en ai envie. Il est frais, c'est pétillant, c'est sucré. Voilà, je peux pas expliquer pourquoi, mais en course, ça passe très bien. Et au niveau protéines, parce qu'on sait aussi que voilà, pour le ultra trail, et puis bon, de règle générale, tous les coureurs ont tendance à sous-estimer leur rapport en protéines. Il y en a beaucoup qui en consomment pas assez. Hein, moi, le premier, c'est des erreurs que je fais. Comment tu gères toi un peu les apports en protéines justement sur ultra? Bah, moi aussi, ça pêche de ce côté-là, les protéines. Moi, je suis très glucides. Ah ouais? Ouais, bêtement, on se dit le sucre, c'est ça qui donne l'énergie et tu blindes un peu. On est revenu un peu sur ça maintenant, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Moi, je peux tourner à la boisson sur 35 heures de course. Je peux ne pas boire de l'eau. Je pars du principe que si j'arrive à boire de la boisson, j'ai un apport en glucides tout du long, donc je suis un peu lissée au niveau de la glycémie. Et ce qui fait que si j'arrive pas à m'alimenter, c'est plus dur de manger solide que de boire liquide. Donc j'essaie de boire pas mal de boissons, ce qui fait que j'ai toujours un apport glucidique. Parce que sur les débuts de course où on court, c'est compliqué de manger vraiment solide. Tu arrives plus à manger solide sur la deuxième partie. Quand tu arrives deux bras, tu as une grosse base de vie à deux bras. D'ailleurs, on le voit, hein, on voit les ravitaux, moi qui les suis, on voit qu'ils changent. Hein. On voit que là, c'est plus, tu vas retrouver... Tu vas retrouver des trucs beaucoup plus pizza, ouais, c'est ça. François, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était des sandwichs au jambon de Parme, je crois, des trucs comme ça. C'était assez. C'est ça, et t'en as envie. T'en as envie parce que. Bah, c'est les réconforts, quoi. C'est pour ça que je sais pas comment on fait Ludo. Hein, pour que... Lui, c'est ce truc, c'est là, c'est son petit gel là. Alors là, chapeau, mystère. Hein. Mais c'est là où on comprend qu'on n'est pas tous pareils. Hein. Non, c'est clair. On n'est pas pareil du tout. Et moi, les gels, ça passe pas, par exemple. Avant de se quitter, moi, j'avais quand même. C'est quoi la. Alors. Encore une fois, c'est une question un peu rigolote parce que j'imagine que là, la suite, c'est d'aller boire une bière et d'aller retrouver tes amis. Mais globalement, est-ce que la diagonale, on va te voir l'année prochaine, par exemple? Qu'est-ce que tu vas me dire plus jamais et puis tu reviens, c'est peut-être un petit peu dur. Ouais, non, hier, je te disais, faut peut-être que je fasse une pause, la faire tous les ans. Maintenant, je connais. Hier, il y a un moment où j'en ai eu marre. Et ça m'arrive très rarement en course. C'est des signes, ouais. Ouais, je me suis dit, mais je me sentais seule. Surtout la nuit dans ma fat, c'est tellement beau que tu as envie de voir. Tu n'étais pas seule pourtant, tu étais avec du monde. Parce que tu vois, Cathy, par exemple, moi je l'ai vu sur le parcours et tout. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était compliqué pour elle parce que pour le coup, elle a vraiment énormément couru seule. Ouais, non, moi j'ai beaucoup couru seule aussi. C'est dur. Ouais, très souvent. Et la nuit dans ma fat, t'entends les crapauds. Moi je pourrais pas. Il n'y a pas beaucoup de. Mais moi déjà, aller à la cuisine la nuit pour aller chercher de l'eau, j'ai peur. Chez moi dans mon appartement, alors me retrouver dans ma fat. Ou même, attends, j'étais au Québec Mega Trail. Il y a des grizzlies là-bas, les gars, dans les trucs. Je sais pas comment ils font, quoi. Mais ouais. Franchement, bravo, quoi. Non, mais après, je connais. Donc, quand tu connais, je visualisais. J'arrivais à visualiser, je savais exactement, j'arrivais à avoir les images dans ma tête. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit, putain, c'est pas bon, là, t'en as marre et t'es seule. Et j'ai trouvé le temps long, vraiment. Et l'année dernière, c'était pas ça. Donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je fasse une pause et que je revienne pas l'année prochaine. Et puis, ce matin, je me suis levée et j'avais envie de revenir. Donc, puis on sait jamais. Voilà, ça se trouve, c'est l'édition où tu vas briller et tout. Donc, j'ai envie de revenir. Et puis, quand t'habites ici, c'est compliqué de pas faire la diag. On parle tous de ça. Un mois avant, en septembre, déjà, Lille, elle commence à vibrer grand raide. T'as tout le monde qui se prépare pour cet événement. Donc, mais voilà, on a quand même envie de te revoir par exemple sur un UTMB. Il y a la ASICS Saint-Élion. Alors évidemment, voilà, Saint-Élion, ça fait toujours un petit peu sourire, mais on sait que tu es très proche de ton équipementier ASICS, que voilà, dans la région lyonnaise aussi, les coureurs t'adorent. Il y a plein de coureurs, coureuses qui ont envie de te revoir aussi courir en France. Est-ce qu'il y a quand même quelques courses voilà, sur la métropole qui te donnent envie? J'ai la chance d'en faire pas mal en métropole, mais oui, il y a plein de courses que j'ai pas encore faites et des nouvelles aussi, que j'ai envie de découvrir. Pourquoi pas revenir sur un championnat de France? Comme tu avais fait en 2019, ouais. Ouais, j'en ai fait une dizaine de championnats de France, j'en ai fait pas mal. Dès que j'ai commencé, en fait,
Moi, j'adore. Je suis licenciée et puis j'ai démarré par l'athlé, comme on disait. Bien sûr. Et me dire que la FFA fait des choses pour le trail, du coup, j'ai envie d'y être aussi. Mais bon, tu le sais, quand on est à La Réunion, on est isolé. Tu peux pas faire non plus 10 000 allers-retours. J'en ai fait beaucoup déjà, trop. Donc, c'est épuisant. Hein. Ouais, et puis c'est pas bon pour la planète non plus. Donc, il faut que j'arrive à trouver un juste équilibre et à peut-être mieux m'organiser pour venir en métropole courir et puis essayer de faire tout d'un coup. Mais ouais, moi j'ai envie de découvrir plein de courses, mais bon, faut faire des choix malheureusement. Bon bah écoute Sissi, je te remercie infiniment de nous avoir accordé ces quelques instants. Ça a été un plaisir de prendre de tes nouvelles, un peu débriefer de ta course. Avec plaisir. Et puis je te donne rendez-vous. Alors peut-être l'année prochaine sur la Diagonale des Fous si on revient nous, ou peut-être sur une autre course. Il y en a plein des très très belles. T'as les Dolomites, c'est pas ce qui manque. Hein. T'en as des très très belles et je suis sûr que tu pourras t'éclater aussi. Il y en a trop. Je te dis à très bientôt. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.